Aujourd'hui, vidéo sur les fondamentales de la journée du 6 mai. On part directement sur l'euro USD. On n'a pas eu de grande évolution, mis à part un peu d'optimisme vis-à-vis d'un accord. On a des propositions venant des US, venant de Trump. Cependant, c'est assez refusé par l'Iran. Je trouve que quand même l'Iran a un certain... et c'est plutôt en train de repousser les propositions de Trump, et c'est ce qu'on commence... Enfin, c'est ce qu'on a vraiment en ce moment. Donc le climat d'incertitude persiste, je trouve. Pour moi, l'optimisme de la journée... toutes ces propositions apportent un certain optimisme, un optimisme qui porte le dollar, non, qui justement délaisse le dollar par liquidation, enfin dire, ça perd un peu de sa valeur refuge, tout simplement. Une réaction assez importante sur les rendements obligataires, donc on retourne encore, enfin, on est moins proche, on se rapproche de la fourchette avant-guerre, étant donné qu'on était en dessous des 3,75, ce qui laisse un peu le dollar en ce moment, mais je trouve que c'est pas quelque chose de véritablement important et à prendre en compte. Alors je vois pas pourquoi ça met que les États-Unis, c'est quoi ce bordel? Voilà. Du coup, si on reprend, on a des données PMI qui sont plutôt bonnes venant de l'Italie, avec des ventes au détail plutôt importantes, ce qui montre une certaine résilience, ce qui est plutôt appréciable dans ce genre de période de guerre exactement. Donc pour moi, l'euro USD, il est assez surévalué en ce moment. Moi, ce que je vous ai dit, c'est sans doute une cassure de ce niveau ou un peu plus bas pour aller chercher les achats. Alors déjà, à un moment donné, je vous ai dit qu'on aurait pu acheter à ce niveau-là, je ne l'ai pas fait. Là, moi, ce que j'attends, c'est un véritable accord, tout simplement parce que dans le cas où il n'y a pas d'accord, la BCE est encore très au quiche et la Fed l'est aussi. Donc après, ce qu'on va voir, c'est Powell qui va rester dans les votes venant de la Fed, mais l'investiture de Kevin Warsh va changer un peu la donne sur cette position. On va aller regarder tout de suite les probabilités de baisse de taux. Enfin, le calendrier de la Fed, tout simplement. Donc, sur OESD, j'ai un peu du mal à me projeter de manière long terme sur la hauteur du prix. Alors, à long terme, oui. À court terme, j'ai encore du mal. On n'a pas vraiment de choses hyper claires. Encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois. On n'a rien de clair, de véritablement... de vraies choses à prendre en compte. Je pense qu'on a beaucoup de spéculations. Donc, on va aller tout de suite sur les comparaisons. Les probabilités à la hausse ont été réduites pour repartir un peu à la baisse, ce qui est compréhensible vis-à-vis du risque d'inflation qui risque de baisser tout simplement, donc à être inférieur. Donc cette évolution des rendements, elle s'est pas mal représentée sur les graphiques. Pour moi, l'euro USD garde un peu de sa force, mais voilà, comme j'avais un peu tracé là, avec un accord de paix, on risque de repasser à la baisse assez rapidement, étant donné que là, actuellement, la BCE est focalisée sur l'inflation. Avec un accord de paix, l'inflation devrait être un peu plus mise à l'écart, mais plutôt comme suivi, et serait d'autant plus court terme. C'est pourquoi, pour moi, sans accord, le dollar reste assez fort pour aller chercher les 1,65 en ce moment, pour envisager des plus hauts à l'avenir. Et ça, c'est une certitude que ça ira plus haut s'il n'y a pas de réescalade pure. Eurocad, donc, qui est très soutenu par le prix du pétrole, donc il est actuellement sur une résistance, donc qui est aussi représentée par la VWAP, comme je vous le mets là. Je suis pas hyper calé pour un achat à ce niveau et une vente à ce niveau. Comme je dis, c'est le niveau d'incertitude, le prix du pétrole, on ne sait pas vraiment où il va aller. L'avantage, c'est que le CAD est aidé par le prix du pétrole, mais de l'autre côté, c'est contradictoire, c'est que le CAD, enfin la Banque du Canada, est très dovish et plus agressif qu'on aurait pu le penser, ce qui est pour moi très négatif pour la monnaie. Donc pourquoi pas retourner au 1,58 pour aller envisager des plus hauts à l'avenir, ça me paraît très probable. Mais pour l'instant, cette résistance, elle a des chances de tenir sans réel accord. Là, je pense qu'il y a pas mal de spéculation. Aller chercher des plus bas et envisager des plus hauts, tout à fait probable. EuroJPY, alors EuroJPY, pour moi, ça va aller chercher là-haut. Je ne suis pas encore rentré. Pour moi, en fait, cette volatilité, elle est tout simplement expliquée par la spéculation, c'est-à-dire que
Les gens ont un peu peur, je pense, de vendre un peu du yen en ce moment, parce que l'intervention de la Bosch pourrait clairement changer la donne sur les positions. C'est ce qu'on avait un peu eu là, quand enfin, le prix est remonté assez haut. Une ancienne résistance d'ailleurs, proche, je veux dire. Donc, un achat pour moi c'est risqué, ou alors faut être bien couvert, je veux dire en termes de placement et de break-even ou ce genre de choses. Euro-GBP, l'Euro-GBP pour moi, alors là il a de meilleurs fondamentaux pour partir à la hausse, cependant il est encore lesté, je trouve, par le changement drastique de la position de la BOE, c'est-à-dire qu'elle était hawkish de base, non, dovish de base, et là elle passe plutôt hawkish. Avec un accord de paix, on risque d'avoir un changement, c'est-à-dire qu'elle sera sans doute moins hawkish que prévu, ce qui est donc anticipé sur ce retour à 0,86. Avec l'énorme hausse des indices, on devrait sans doute observer un retour probable. Je pense que ça se fait clairement. Donc là, une résistance au 0,86,5 qui me paraît qui pourrait tenir, sans gros fondamentaux, aller chercher des plus bas à l'avenir, sans doute renviser des achats à ce niveau. Il me semble qu'on n'avait pas de fondamentaux, ouais, on n'a pas de données aujourd'hui, même cette semaine pratiquement sur le TBP, il y a quelques-unes qui traînent. Ouais, c'est ça. On va aller ensuite sur le... Ah oui, d'ailleurs pour le CAD, on avait des bonnes données, même très surprenantes, on était en contraction de base, les prévisions étaient plutôt neutres entre de l'expansion, donc à 50 en fait. Et là on passe à 57,7, ce qui est énorme, donc une bonne activité. Je vous invite à aller regarder les détails sur mon post Substack. Euro-Aude. Alors Euro-Aude, pour moi ce niveau va tenir, c'est-à-dire que le ralentissement économique pour moi va se faire petit à petit en Australie. Sa monnaie est forte en ce moment, ce qui est très mauvais pour leur exportation. Et le changement drastique là-dedans, c'est la position de la RBA qui pourrait, à l'avenir, être limitée par sa croissance. Donc pour l'instant, à court terme, je suis encore haussier sur l'autre, ça c'est une certitude, mais sur quelle unité de temps, c'est difficile à définir. Euro-CHF, je suis encore baissier, d'une part par la maîtrise un peu d'inflation venant du CHF. Comme je l'ai dit en vidéo, là, le support devrait tenir. Mais si ça casse, on verra sans doute aller chercher les 0,91, mais pas plus bas. Je pense pas que ce soit possible. Là, pour l'instant, je n'ai rien. Avec un accord de paix, je pense qu'on pourrait clairement aller chercher des achats, mais pour l'instant, je préfère attendre. Ensuite, on passe à GBP USD. J'ai pas forcément actuellement de billets. Alors, bien sûr, je suis haussier à moyen long terme, on va dire. Mais à court terme, comme je dis à chaque fois en ce moment, c'est l'incertitude, on ne sait pas. Il y a des choses qui sortent tout le temps. C'est difficile de prévoir, en fait, on peut juste pas. Pour ce qui est du GPP CAD, alors ce que je vous avais dit, c'est sans doute un retour à ces niveaux pour acheter. Moi, je vous ai dit peut-être de vendre à ces niveaux pour des plus courts termes. L'optimisme de réescalade, de désescalade, a avantagé donc la livre sterling en ce moment par rapport au CAD, tout simplement. C'est un trade qui aura pu être pris. Il aura fallu spéculer pas mal et ne pas trop s'exposer au risque, je pense. Parce que pour moi, ces niveaux-là, avec une réelle réescalade, est vraiment atteignable en fait. Là, pour moi, le GBP en ce moment est très fort grâce à son côté hawkish, mais sans doute aussi par les indices qui restent très surévalués en ce moment. GBP, GPY, pareil, pour moi c'est à la hausse, mais un gros risque de volatilité à la baisse. GBP AUD, on attend, ça je pense même que c'est impossible pour l'instant, un peu comme pour l'euro AUD tout simplement. USD CAD, rien, je n'ai rien du tout. USD JPY, ça devrait retourner à la hausse, on a des analyses de banques qui prédisent un retour aux 160, mais je suis pas... Alors, ce que j'évoque encore, c'est le risque de volatilité venant de la Bosch, parce qu'en fait, leur but c'était de réintervenir, mais que la baisse soit durable, en fait, enfin, durable pour la hausse du yen et de la baisse sur l'USD JPY. Donc, s'ils réinterviennent, ça risque d'être peut-être dans cette fourchette-là et de manière plus agressive et de manière bilatérale avec la Fed pour être sûr de la hausse du yen. USD-CHF, encore incertain, c'est pour ça que j'ai clôturé ma position. AUD-USD, AUD-CAD, je n'ai rien du tout. Voilà, je l'ai même barré, vous pourrez voir sur le Substack. Les indices ont forcément très bien réagi. Cette fourchette-là que j'avais notée n'est pas du tout respectée. Donc je me suis bien fait avoir là-dessus. J'étais pas entré sur les indices. Pour moi, tout ça, c'est une surévaluation massive et je pense qu'il y a un énorme risque à l'avenir. Là, par exemple, sur mon épargne, je n'ai absolument rien en bourse
Enfin si, mais qui est vraiment corrélé aux indices. Je n'ai absolument rien en ce moment. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On devrait être en fin de cycle de croissance pure, avec un risque de récession qui est présent pourtant. C'est pourquoi là, en ce moment, je me remets à l'écart par rapport au marché, parce que je veux observer un peu ce qui se passe. On n'est pas du tout en posture d'achat, mais plutôt sur de la vente massive. Le scénario en ce moment, c'est qu'on a quand même un crédit à l'automobile qui explose. C'est-à-dire que les remboursements sont de plus en plus longs, les taux montent. Le défaut de... Mince. Le défaut de crédit, non, j'ai plus le nom en tête, mais le risque de défaut est en train d'augmenter. Les défauts augmentent d'ailleurs, le manque de paiement. Et ça, c'est mentionné, mais j'ai l'impression que... En fait, on reprend ce scénario de survalorisation avec un manque de prise de conscience sur l'activité. On a un prix de l'immobilier qui explose, les gens ont du mal à se loger, les crédits court terme de cartes de crédit explosent, ça reprend un schéma similaire à la crise des subprimes. On a des survalorisations liées à mes doutes, on a beaucoup de choses là-dedans. Les taux montent, sont en pleine évolution, c'est un peu ce changement de tendance d'ailleurs. En ce moment, c'est assez compliqué. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va se diriger. Mais pour moi, il y a une... Ça peut être con de ça. Il y a une bulle en ce moment qui traîne et c'est une certitude. De toute façon, ce qui est simple, c'est que la crise de subprime a été prédite des années avant. Donc des années avant. Mais en fait, fallait savoir quand est-ce que ça allait éclater. Et en fait, il y a les gens qui ont gagné de l'argent grâce à cette crise on a aussi beaucoup perdu avant, parce qu'ils prévoyaient justement cette chute des marchés, de l'économie mondiale d'ailleurs. Pour le Nikkei, c'est pareil, on a quand même un yen qui est fort, un risque d'intervention important de la Bourse, et pourtant, on a un pétrole hyper élevé derrière, et on n'a aucune réaction sur les marchés. On a l'indice coréen qui explose aussi, le Bitcoin qui entame sa tendance haussière, il n'y a rien qui va. Certes, on a des valorisations, mais en fait, tout le côté fondamental, en ce moment, n'est plus du tout pris en compte. Il y en a qui iront justifier par A plus B, mais il y a les grandes bases fondamentales qui ne tiennent plus vraiment la route. Alors, XOUSD, j'ai voulu vendre, mais je ne l'ai pas fait à ces niveaux-là, sur un retour VWAP, tout simplement parce qu'avec l'accord, on aurait dû avoir... avec un accord, on a le dollar qui devrait perdre de sa valeur, donc une or à la hausse. C'est pourquoi moi j'ai pas pris la baisse pour la réaction de la VWAP, mais un achat sur un retour du support et envisager des plus hauts après. Voilà, c'est plutôt simple. J'ai pas forcément beaucoup de choses à expliquer en plus. Ah si, j'ai peut-être un point. C'est par rapport au break-even, l'inflation break-even. Ou alors je vais en parler une autre fois. Bon, à moins que ça charge rapidement. En fait, c'est un peu sur les taux réels. Les taux réels vont permettre de vraiment identifier la dynamique des taux au jour le jour. C'est un peu dit d'une certaine façon, mais en fait, ce que je vous explique tout simplement là, c'est que les taux sont à prendre en compte avec l'inflation. Si on a des taux à 5%, mais qu'on a une inflation à 6%, les taux réels est à moins 1%. C'est très simple. On a des... Non, c'est pas là. Pas là non plus. Voilà, c'est le break-even d'inflation, c'est l'anticipation d'inflation. Il n'y a que le 5 ans et le 10 ans venant des États-Unis. Le 5 ans est plus volatile parce qu'il réagit plus vite à court terme, mais c'est pas sur une plage de temps de 10 ans. Pour déterminer le taux réel, il faut faire le taux nominal moins le break-even d'inflation. Ce qui est important, c'est de suivre l'évolution des cours, car l'évolution du spread est assez significative. C'est-à-dire que si on a une explosion des anticipations de hausse de taux venant de la BCE, de la Fed, tout simplement de la Fed, on pourra prendre, admettons, 1% sur les taux obligataires, mais peut-être que les taux d'inflation sont encore plus élevés. Ils vont, par exemple, faire une hausse de 1,2%. Donc cette hausse va faire baisser le spread et faire baisser le taux réel. J'ai fait un peu un truc simple. Admettons, là, le jour J, mon spread est de 1%. Enfin, le spread est 1%. Pas du tout ça, c'est que le taux réel est à 1%.
La journée, voilà, on a le break-even, on a le taux 10 ans, on a un taux réel à 1%. Ok. Par contre, la veille, notre taux 10 ans n'y a pas du tout bougé. Mais notre break-even à 10 ans, il a diminué de 0,1%. Par contre, notre taux réel de base, là, cette journée, était de 0,9. Du coup, le spread est moins important parce que notre break-even d'inflation, l'anticipation a été réduite à la baisse. Du coup, notre taux réel augmente, ce qui devrait faire apprécier la monnaie à la journée. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'il y a à suivre. Ce qu'on devrait observer, par exemple, là, je vais vous montrer. Break-even, plus 5 ans. Je crois qu'on est autour des 3% et quelques, il me semble. 2,67. Je sais pas où est-ce qu'on commence exactement. On a eu quand même des anticipations assez importantes d'inflation en début d'année, ce qui a participé d'une part par du risque qu'on a vu par rapport au tarif douanier. Les anticipations étaient assez en raccord avec d'autres sites, je trouve, qui donnent l'inflation en temps réel. Donc on a eu certaines surprises quand même sur les données d'inflation. Ça, donc c'est notre break-even, on peut se rapprocher par rapport au taux de 10 ans. Notre taux, on va faire comme ça. Notre taux 5 ans, faire le calcul et voir notre spread. Et ça nous permet de savoir exactement l'évolution. Donc là, on est en baisse, par exemple. On est en baisse dessus, tout comme le break-even d'inflation, mais peut-être que la baisse qui est là est moins importante, enfin, moins volatile que celle du taux 5 ans. C'est ce spread qui nous importe sur ce calcul, enfin sur cette détermination de taux réel à la journée. Enfin, que ce soit la journée ou pas, c'est le taux réel qui évolue au jour le jour, donc c'est à déterminer et à suivre. Donc ça, je vous conseille de l'ajouter à la liste fondamentale. Moi, je l'ai jamais vraiment utilisé, mais je vais essayer de le mettre en place de plus en plus, voir comment les marchés peuvent réagir. Alors, il y a des tas de fondamentaux à prendre en compte, même techniques. C'est ce genre de choses que je vous invite à faire. Le process d'analyse fondamentale, c'est très simple. C'est comprendre, c'est même pas des concepts, ce sont des faits. C'est découvrir les faits, comment ils évoluent, à quoi ça sert, et derrière, essayer de les comprendre, et comment ils sont pris en compte sur le marché. Moi, c'est ce que je fais. Tous les jours, j'en apprends un peu plus. Je les prends en compte. Des fois, je trie un peu le niveau d'information. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre en priorité une hausse des ventes au détail de 0,1% par rapport à une inflation qui a explosé, qui passe à 5%. C'est pas forcément le même niveau. Je vais peut-être le passer en deuxième, peut-être que je vais avoir en cinquième la balance commerciale qui a à peine baissé. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Donc c'est très simple. Je vais vous faire une prochaine vidéo, sûrement vendredi, sur la semaine entière, parce qu'on aura jeudi et vendredi, demain je vais pas en faire, et on aura sans doute une vue un peu plus large sur le marché, étant donné qu'on a des probabilités d'accord qui augmentent au jour le jour, ce qui devrait avoir une énorme volatilité sur les marchés à venir.